Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le cinquième cours magistral d'attribution causale. Je vais légèrement diminuer l'humidité parce que c'était un peu en train de m'agresser les yeux. Alors, j'arrête tout de suite l'introduction et puis on va tout de suite passer au début du cours. Bon, je rappelle juste que l'attribution causale, il y a 6 cours magistraux et après, il y en aura 6 autres sur euh, le jugement des personnes, jugement social, il me semble, je sais plus trop quoi. Bref, ça sera sur le jugement, le thème jugement. Et aussi, je vais essayer de faire des vidéos sur les différents articles qu'il faut qu'on apprenne pour le contrôle continu. Voilà. Bon, j'arrête tout de suite de parler de... Enfin, j'arrête tout de suite l'introduction et on commence tout de suite le résumé de ce cinquième cours magistral. Alors, dans ce cours magistral, nous nous sommes penchés sur les origines des divers biais, erreurs et distorsions que peut avoir l'homme dans l'attribution causale. De nombreuses dénominations sont utilisées comme le scientifique intuitif ou encore l'avare cognitif. Nous avons déjà commencé par un petit rappel sur l'erreur fondamentale d'attribution, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet, pardon, car on en a déjà parlé dans le cours magistral numéro 2. Alors, plusieurs explications ont été mises à l'épreuve pour essayer de comprendre l'origine de notre imperfection dans l'attribution causale. Donc on a premier type d'explication qui est la causalité implicite du langage. Alors Smith et Miller, en 1983, ont proposé une expérimentation pour tester l'attribution causale selon la grammaire. Par exemple, dans la phrase Luc a peur de l'avalanche, la cause est Luc, tout simplement car c'est le sujet de la phrase. Si on change un peu l'ordre, si on change un peu la phrase, on a l'avalanche fait peur à Luc. Donc là, en fait, la phrase veut dire exactement la même chose, mais là, la cause est donnée à l'avalanche car c'est elle qui est le sujet de la phrase. Donc en fait, il y a une différence d'attribution causale selon la construction grammaticale de la phrase. Alors on a ensuite Garvey et collaborateurs qui, en 1976, avaient déjà expérimenté le langage interne en remplaçant les verbes. Par exemple, on avait Marie et Louise, car elle est sympa, et on demandait au sujet à qui référait le elle. Donc si c'était Marie ou Louise. Donc dans la phrase Marie et Louise, car elle est sympa, on a 95% qui attribuaient le elle à Louise. En changeant uniquement un seul mot, donc le verbe, on a Marie étonne Louise car elle est sympa. Et bien là, dans 95% des cas, on attribue ce elle à Marie. Donc on se rend compte bien, encore une fois, de la puissance du langage dans l'attribution causale. On a aussi Brown et Fish qui, en 1983, demandent à des sujets d'expliquer la cause d'un événement selon que le verbe soit d'action ou d'état. Ça me met qu'il y a une faute alors qu'il n'y a pas de faute. C'est... Voilà. Je sais pas, c'est un bug de Word. Inexplicable. Donc des verbes d'action, ben, par exemple, Jean frappe Paul. Et donc là, les sujets vont donner un poids causal à l'acteur. Ici, c'est Jean qui fait l'action. Bien supérieur à la phrase où il y a un verbe d'état. Donc par exemple, Jean déteste Paul. Détester, c'est un état psychique, on peut dire. Donc ainsi, on comprend que des verbes d'action engendrent un plus grand poids causal à l'auteur de l'événement qu'avec des verbes d'état. Avec le verbe d'état, c'est plus le stimulus, donc la pole, qui serait mis en cause. Donc voilà des exemples qui montrent la puissance du langage interne, du langage implicite, enfin de la causalité implicite du langage. Voilà. Donc on a un deuxième type d'explication qui est l'automaticité des comportements sociaux. On a une expérience réalisée par Langer et collaborateurs en 1978 qui vient mettre en lumière deux états cognitifs distincts. Ça, c'est vraiment la base de la suite de cette petite partie. Dans cette expérience, des étudiants attendaient dans une file d'attente leur tour pour passer à la photocopieuse. Donc on imagine, photocopieuse, ils sont par exemple 5, et on a l'étudiant qui est tout derrière la queue, par exemple, qui est tout, peut-être 3, on va imaginer 3. Donc un individu vient demander à l'étudiant s'il peut passer devant lui.
Donc la demande est soit coûteuse, soit peu coûteuse. Donc imaginons que l'étudiant voit l'individu qui lui dit « Je peux passer devant vous, s'il vous plaît ?» Bah, soit l'étudiant voit qu'il a 3 pages à photocopier, donc là c'est une action, donc là lui laisser la place c'est peu coûteux, alors que s'il voit qu'il a 15 pages, là ça va mettre du temps, ça va mettre du temps à photocopier tout ça, et donc là on peut dire que la demande est coûteuse car voilà, ça va prendre du temps, ça demande un certain effort pour l'étudiant d'accepter ça. Une autre vie est utilisée, alors il s'agit du type de justification, elle peut être absente, donc juste je passe devant vous s'il vous plaît, avec une forme mais sans contenu, donc là c'est absurde. Par exemple, pourquoi vous voulez passer devant moi? Parce que je dois photocopier des feuilles. Ah bah moi aussi, c'est un peu de l'absurde là. Ou avec une forme et du contenu, donc par exemple, je voudrais passer devant vous parce que j'ai un rendez-vous très important dans 15 minutes, il faut absolument que je photocopie au plus vite mes documents. Voilà. Donc là, ça serait une justification avec la forme et le contenu. Un contenu, disons, tolérable. Alors, on se rend compte qu'en cas de demande coûteuse, donc quand l'individu a 15 pages, eh ben, on se rend compte que celui-ci doit donner une justification viable, c'est-à-dire avec la forme et le contenu, pour pouvoir passer devant le sujet. A l'inverse, s'il n'a que 3 pages, donc là une demande peu coûteuse, peu importe le contenu, la majorité des sujets acceptent de laisser passer l'individu devant eux. Et donc là, j'ai fait un petit paint qui vient en fait résumer ça. Mais en fait, j'ai aussi fait le paragraphe. Donc je pense que j'ai déjà lu le paragraphe avant d'aller sur Paint pour voir ce qui est déjà dit. En fait, la demande coûteuse met le sujet dans un état d'alerte, donc une tension cognitive. Demande coûteuse, c'est quand il voit le mec avec 15 pages, dans laquelle il cherche à s'économiser. Lorsque l'individu n'a que 3 pages, il sera finalement plus coûteux d'être en conflit avec lui que de perdre le temps pour photocopier 3 pages. Donc c'est une sorte de balance en fait. Donc il y a une balance où pourquoi ça m'affiche ça? Attendez 2 secondes, je vais juste hop, ça me petit problème technique. Voilà. Donc voilà, ça attend que ça raffiche l'image, voilà. Donc en fait, c'est une sorte de balance où en fait, collectivement, on va se dire, on va toujours choisir l'option la moins coûteuse. Et lorsqu'il n'y a que 3 pages, on accepte quel que soit le justificatif, tout simplement parce que en fait, si on refuserait, en fait, ça nous coûterait plus collectivement que d'accepter en fait. Donc accepter coûte moins cher collectivement que de rentrer en conflit avec lui. Donc là, on se rend compte qu'il y a une faible tension collective, et donc en fait, on a plus tendance à le laisser passer parce que finalement, c'est peu coûteux. Au contraire, si c'est très coûteux, là, il y a une tension collective car tout simplement, ça va demander des ressources collectives. Et donc là, on va accepter ça uniquement, on va accepter cette demande très coûteuse, donc qui passe devant nous avec ses 15 pages, uniquement s'il y a la forme et le contenu. Tout simplement parce que là, dans la balance, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en finalement, ça peut valoir le coup de rentrer en conflit si la justification n'est pas bonne. Donc, autrement dit, ça peut être finalement plus coûteux d'accepter que de rentrer en conflit avec la personne pour essayer de rester devant. Donc, c'est pour ça, euh, c'est à partir de ces travaux qu'on se rend compte qu'en fait, il y a deux mécanismes bien différents selon le coût que l'on demande à la personne, donc à l'étudiant, dans cette expérience. Donc, il y a vraiment l'idée de la balance, et on choisit toujours l'option où il y a le moins de poids, donc le moins de ressources cognitives demandées. Alors, suite à cette expérience, de nombreuses autres études seront faites pour définir et modéliser l'origine de ces deux états cognitifs. Alors, c'est vrai qu'on a un peu parlé dans le cours, mais moi, je ne m'étale pas trop sur ce sujet-là. Les modèles duo viennent mettre en complémentarité deux systèmes, un premier inconscient et automatique, et un second conscient et contrôlé.
Donc ils sont tout simplement complémentaires. Hop, voilà. Alors, d'après Bargue et Chartrand, en 1999, les comportements automatiques sont en réalité bien plus nombreux que les comportements conscients dans notre quotidien. La désignation d'avare cognitif fait référence à ce fait que le sujet cherche à économiser le plus possible ses ressources cognitives. Parce que comme on va bientôt le voir, juste après, les comportements automatiques sont bien moins coûteux que les comportements conscients. Alors ce même Bargue, un peu plus tôt, en 1997, a décrit ces deux systèmes en leur donnant 4 caractéristiques opposées. Ainsi, pour le système automatisé, Bargue le décrit comme inconscient, non intentionnel, donc par exemple quand on freine, on voit les phares de la voiture devant qui s'allument, enfin les phares, les feux stop, hop, on freine d'un coup, c'est inintentionnel, on freine vraiment parce que par réflexe en fait, donc on voit bien l'inintentionnalité. Donc demandant peu d'efforts et non contrôlable, donc non contrôlable au sens où ça va être difficile de ne pas freiner dans cette situation. Tu vas pas dire: «Oh non, en fait, non, 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 j'inhibe cette, action est difficilement inhibée, en fait». Voilà. Et donc au contraire, on a le système, disons, contrôlé, le système volontaire. Comment ils l'appellent précisément? Alors, oui, ainsi, le système conscient et contrôlé, oui. Donc le système conscient, quant à lui, eh ben, il se décrit, bah, du coup, comme conscient, comme intentionnel, comme demandant des efforts et comme contrôlable. En fait, il s'applique surtout dans les situations nouvelles. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une situation qui n'est pas nouvelle, qui est au contraire habituelle, et bien là, on va souvent adopter des comportements appartenant au système automatique, et donc peu coûteux. Les inférences, donc là, c'est un troisième type d'explication qu'on essaie de donner, et c'est les inférences spontanées de traits, qu'on abrège aussi STI, c'est quand même vachement plus simple. Donc on a Winster et Kleeman qui, en 1984, ont fait une expérience dans laquelle les sujets devaient mémoriser 18 phrases plutôt longues basées sur des comportements étranges. Donc, par exemple, on avait l'exemple du comptable qui emmène les orphelins au cirque. Et là, on peut se demander, bah, la phrase elle est un petit peu étrange, pourquoi on précise que c'est un comptable? Enfin, au sens où, à la base, un comptable ne fait pas ça. Ou encore, on a le libraire qui vient aider la mamie à traverser la rue. Oui, d'accord, le libraire, oui, mais le libraire, il n'est pas dans la librairie normalement. Voilà, c'est une sorte de petite phrase comme ça. Et après la mémorisation, une tâche de rappel est proposée au sujet. Alors, un premier groupe expérimental a eu droit à un rappel indicé, donc avec des mots sémantiquement liés. Donc, par exemple, pour l'exemple, euh, le comptable emmène les orphelins au cirque, un mot sémantiquement lié, ça serait peut-être enfant. Ou peut-être un rapport avec le comptable, par exemple, pas compter, mais quelque chose par rapport à la monnaie, quoi, à l'argent. Un second groupe expérimental a eu droit à un rappel basé sur des traits de personnalité. Donc par exemple, pour le comptable, il va s'amuser au cirque avec les orphelins. Enfantin, peut-être. Le groupe contrôle n'a quant à lui pas du tout eu d'indice, il s'agissait simplement d'un rappel libre. Donc finalement, les résultats sont proches entre les deux groupes expérimentaux. Cela peut paraître étonnant car aucun trait de personnalité n'a été donné ni suggéré. Donc en fait, on a juste dit le comptable va avec les orphelins au cirque, donc on a suggéré, on leur a pas dit quelle est la personnalité du comptable. Si on s'est automatiquement dit le comptable a cette personnalité-là. Et donc cela montre que les traits de personnalité apparaissent très vite dans l'esprit, ce qui pourrait en partie expliquer l'omniprésence de la causalité interne pour tout événement. En fait, très vite, on donne des traits de personnalité à quelqu'un, et donc c'est pour ça qu'on aurait tout de suite une causalité interne qui apparaîtrait, parce qu'on aurait des informations peut-être fausses sur sa personnalité. Donc en fait, ces explications seraient en fait les plus spontanées. C'est les premières qui sont, données.
Alors, les modèles d'attribution, et sans réflexion en fait, donc sans réflexion au sens où, évidemment, avare cognitif, on en fait toujours le moins possible. Donc maintenant, on va parler des modèles de l'attribution causale. Alors, suite aux premiers travaux de Jones et Davis en 1965, plusieurs modèles ont été créés. Ceux-ci se complètent au fil du temps pour arriver à un modèle plus complexe et fiable. On commence avec le modèle de Catron, qui a été créé en 1982. Selon ce modèle, l'attribution débuterait. Alors, j'ai mis. Non, c'est un T ça? Ok, non, je crois que c'est mon écran qui est dégueulasse, je suis désolé. Alors, l'attribution débuterait par un ancrage donné par les informations disponibles. Cet ancrage donnerait de façon automatique une cause dispositionnelle ou situationnelle. Alors là, maintenant, on va pas mal parler de dispositionnel ou de situationnel. Donc en fait, une cause dispositionnelle, c'est en fait la personne qui est disposée à se comporter comme ça. Ce serait une cause interne. Et au contraire, une cause situationnelle, c'est par rapport au contexte, à la situation qui fait qu'elle agit comme ça. Donc un ajustement conscient aurait ensuite lieu en contre-pied à l'ancrage, dans le but de le corriger en y ajoutant de nouvelles informations. Donc, par exemple, si on a un ancrage qui dit c'est une cause interne, on va consciemment avoir un ajustement en ajoutant des nouvelles informations sur le contexte. Alors, finalement, ce modèle connaît malheureusement un succès mitigé. On a ensuite le modèle de Trope, que notre prof surnomme le génie, je ne sais pas pourquoi, et qui a été créé en 1986. Alors pour lui, donc pour Trope, la situation et les comportements sont tous les deux utilisés pour mieux comprendre l'événement. L'identification des comportements et de la situation serait automatique. Donc là encore une fois, pas d'effort, on identifie quel comportement dans quelle situation. Lorsque cette identification est complexe, donc par exemple, on aura un exemple futur où on doit découvrir les expressions faciales, on doit décoder des expressions faciales ambiguës, et ben, il va se passer une inférence par principe de soustraction euh, qui sera faite de façon délibérée. Et ce principe d'inférence, enfin cette inférence par principe de soustraction, pardon, va utiliser la situation pour en fait, selon la situation, accorder à cette situation, comment dire, la joie ou l'anxiété dans l'exemple des expressions faciales. Donc, je vais arrêter de mélanger les pinceaux et on va tout de suite parler de l'exemple qui va en fait clarifier les choses. On peut citer une de ces expériences dans laquelle des sujets doivent identifier des expressions faciales ambiguës au travers de photos. L'expérimentateur disait juste dans quelle situation la photographie avait été prise. Donc une situation anxiogène ou une situation joyeuse. Les sujets utilisaient cette situation, donc là, si cette situation donnée, pour attribuer un état joyeux ou anxieux en accord avec la situation. Donc autrement dit, on a la conséquence. Donc l'événement, c'est il a cette tête-là, et on n'arrive pas à deviner quelle est la cause. Est-ce qu'il a cette tête-là parce qu'il est joyeux, ou est-ce qu'il a cette tête-là parce qu'il est anxieux? Ben, on va utiliser la situation pour mieux comprendre, pour donner une meilleure attribution à cet événement qu'on a un peu du mal à comprendre. Ici, l'événement, c'est l'expression faciale en fait. Parallèlement, lorsque la personne se montrait juste. Ah, je crois que j'ai oublié de lire une partie. Ah oui. Ah non. Non, j'ai pas oublié de lire la partie. Je suis juste parti un peu dans une parenthèse, je crois. Alors, parallèlement, lorsque la personne se montrait juste serein, donc là c'est un peu neutre, la situation modifiait l'attribution donnée par les sujets. Donc, anxieux ou joyeux. Donc là, c'est toujours ça. Est-ce que pour vous, il est anxieux ou est-ce que pour vous, il est joyeux? Donc, si la situation était anxieuse, les sujets avaient tendance à décrire la personne comme de nature joyeuse, faisant face gaiement à des situations difficiles. Si la situation est joyeuse, ou par exemple une fête, les sujets donnaient plus comme attribution de cet état, enfin de ces terres, de l'anxiété qui était camouflée. Donc en fait, s'il avait l'air juste serein alors que c'est un moment de fête,
peut penser qu'il participe pas à la fête et qu'en fait, il est peut-être de nature anxieuse et qui se montre un peu de son meilleur visage, en fait, avec son meilleur visage. Donc en fait, voilà, c'est pareil, on essaye d'expliquer en utilisant la situation un événement ambigu. Alors le modèle de Gilbert, Pelham et Krull en 1988, c'est le dernier modèle quasiment. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ce modèle-là qui sera réutilisé. Mais j'en dis pas plus. Pour l'instant, on se concentre maintenant. Sinon, la vidéo va durer encore une demi-heure. Alors, ce modèle très cité est en réalité une fusion des deux précédents. Il scinde l'étape 2 du modèle de Thorpe, donc c'est-à-dire l'inférence par principe de soustraction, en utilisant le modèle de 4 hommes. Donc en fait, juste un tout petit rappel pour le principe, l'inférence du principe de soustraction. En fait, c'est que, par exemple, quand on voit la personne, j'essaie de retrouver l'exemple de la situation ambiguë. Donc on voit l'émotion faciale de la personne, on ne sait pas si c'est anxieux ou joyeux. Là, on leur dit qu'en fait, ils sont dans une situation anxieuse. Bah, ils vont se dire, bah, la personne ne peut pas être joyeuse à ce moment-là. Donc là, on va enlever une possibilité. Et donc, d'où la soustraction. À la fin, il ne restera que la seule possibilité. Bah, forcément, si c'est une situation anxieuse, là, elle a donc une expression faciale qui montre de l'anxiété. Voilà. Donc j'essaie de bien de réexpliquer brièvement. Donc sur ce, on reprend sur le modèle de Gilbert et ses collaborateurs. Alors dans ce modèle, une première étape automatique de catégorisation permet au sujet d'identifier la cause. Donc globalement, interne ou externe, on a vu dans les cours magistraux précédents qu'il y en avait bien plus que ça, mais là, on va vraiment dans le résumé. L'inférence par principe de soustraction se fait ensuite d'abord par un ancrage semi-automatique, donc c'est-à-dire mi-automatique, mi-conscient, permettant des inférences correspondantes. Donc, par exemple, il est colérique. Il est colérique, oui, ça peut être un exemple. Mais du coup, j'essaie de trouver un exemple, enfin, une catégorisation. Bah, par exemple, il y a quelqu'un qui crie à côté. Il y a le voisin qui crie. Bah, du coup, c'est une cause interne. Souvent, on va se dire que c'est une cause interne. C'est lui qui crie, c'est bien, ça vient bien de lui, c'est bien lui l'origine du problème. Et du coup, on va se dire directement, ah, il est colérique. Donc, parce qu'on donne vite un trait de personnalité, à ce moment-là, il y a un ancrage qui vient se dire, bah, s'il crie, voilà, il est colérique. Voilà. Inférence correspondante. Donc, on donne à un événement, la cause, c'est les traits de personnalité. Alors, un ajustement conscient et délibéré fait suite à l'ancrage pour tenter de corriger les inférences correspondantes faites. On parle ici de l'ajustement situationnel. Donc par exemple, c'est peut-être pas qu'il est colérique, mais en fait, c'est sa femme qui vient de le tromper. Donc dans cette situation, il était un petit peu en colère, quoi. C'est finalement, il était pas juste colérique, il était juste en colère face à ce qu'il venait d'apprendre, quoi. Alors chaque étape est donc plus coûteuse en ressources cognitives que la précédente. Ainsi, personne n'aurait constamment la motivation de corriger les inférences créées par les étapes précédentes, plus automatiques. Autrement dit, on ferait forcément tous des erreurs d'attribution causale, car tout simplement nous n'aurions pas la possibilité de toujours pouvoir les corriger par un effort conscient. Alors pour tester leur modèle, les auteurs ont utilisé une vidéo un peu semblable à un JT. Alors il y avait une femme filmée qui avait des expressions faciales ambiguës et les sujets ne pouvaient pas l'entendre parler car la vidéo était muette. Donc là ça ressemble beaucoup à la précédente expérience avec, c'est quoi son petit nom déjà? Trop. Alors on ignore aussi à qui elle parle, mais on peut observer une physiologie proche d'un état anxieux. Donc là ça va servir d'ancrage, on voit la personne, on la voit avec un état physiologique proche de l'anxiété. Par exemple elle peut fuir du regard ou quelque chose comme ça. Et donc ça va servir d'ancrage, donc pour la partie, comment vous appelez ça déjà? Pour la partie, il y a la partie catégorisation. Bon, pour la partie de l'ancrage, quoi. J'ai un petit peu oublié là-dessus les noms. Mais en tout cas, j'ai bien compris les trois étapes, c'est déjà ça.
Alors, donc où est-ce que j'en étais? Pardon. Oui, du coup, j'en étais au moment où elle se sent un peu anxieuse, du coup, ça s'arrête en crash. Donc en fait, c'est ça, la situation de la personne, enfin, pas, c'est son allure un peu stressée, puis du regard, peut-être qu'elle, je sais pas, qu'elle tremble ou je sais pas quoi. Ça va servir d'ancrage, au, ça va servir d'ancrage. Donc, les gens vont déjà, sans faire trop d'efforts, se dire que la personne est anxieuse en fait. Donc la vérité d'expérience sont les thèmes écrits en bas de la vidéo. Donc oui, comme dans un JT. Ils peuvent être jugés comme plaisants ou anxiogènes. Par exemple, si, allez, on va parler de votre vie sexuelle, on va parler de vos échecs personnels. Bon bah là, c'est un peu anxiogène quoi. Si au contraire, on va parler de vos vacances idéales ou de bons restaurants que vous connaissez, bah là, ça sera plutôt des sujets, des thèmes plaisants à aborder. La moitié des sujets devaient mémoriser ces thèmes. Donc il y avait 7 thèmes, ils devaient les mémoriser. Ces sujets sont alors collectivement affairés. Donc, ce qui signifie que, avec cette tâche de mémorisation, ils ont un apport cognitif réduit pour l'attribution. Donc les auteurs mesurent le niveau d'anxiété moyen donné à la femme. Pour le groupe non affairé, donc celui qui n'avait pas mémorisé, il regardait juste la vidéo, la femme était considérée moins anxieuse lorsque les thèmes étaient plaisants, et plus si les thèmes étaient anxiogènes. Le groupe affairé a quant à lui montré une absence de différence d'anxiété quels que soient les thèmes. Ainsi on comprend que le groupe qui devait mémoriser les thèmes n'avait plus assez de ressources attentionnelles pour ajuster la situation, l'état de la femme. Donc la troisième étape, l'étape d'ajustement, qui n'a pas pu être faite. Donc l'étape qui demande le plus de ressources cognitives n'a pas pu être faite car les ressources cognitives n'étaient plus disponibles. Ils n'ont pu se baser que sur l'ancrage qui donnait à la femme un état d'anxiété. Donc celui-ci qui est semi-automatique. Avec une tâche de rappel, les auteurs ont conclu que le groupe affairé se souvenait bien mieux des thèmes, ce qui prouve qu'ils ne les utilisaient juste pas pour corriger un ancrage peut-être faux. Alors ensuite on a Krul, qui là vole de ses propres ailes, et il a critiqué le modèle précédent. Donc il fait un modèle avec ses collaborateurs, après il se barre, et il vient critiquer le modèle. Ouais, moi ça me plairait pas trop personnellement. Donc il se rend compte en fait que les consignes apportent toujours un ancrage dispositionnel. Et ça, c'est en partie dû à notre culture individualiste. Bon là, je pense que c'est ce que c'est aux États-Unis. Donc culture individualiste, donc à chaque fois, la consigne c'est pour vous, cette femme elle est comment? Enfin, c'est en fait c'est toujours par rapport à l'état interne de la personne qu'on va chercher, joyeuse, anxieuse. Pourquoi elle fait cette tête? Parce qu'elle est joyeuse, parce qu'elle est anxieuse. Donc là, ces propositions-là sont dispositionnelles au sens où ça fait part de son état émotionnel. Alors il a alors créé une expérience avec une consigne situationnelle et observé que les résultats s'inversaient. Donc par exemple, il était dans une situation anxieuse ou joyeuse. Voilà. Donc ainsi, le modèle se complexifie avec des inférences situationnelles possibles ainsi que des ajustements dispositionnels. Donc en fait là, on change de consigne, tout est inversé. Comme si le modèle ne devenait pas assez complexe, des effets culturels ont été recensés. Les cultures individualistes font davantage d'inférences dispositionnelles, donc par rapport à la personnalité, les causes internes, alors que les cultures collectivistes, petit message codé, font davantage d'inférences situationnelles. Je crois que ce petit résumé de cours était bien long. Je vois qu'il est 20h17, peut-être aller manger moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.